Ce matin, on se situe quand on regarde notre cartographie des compétences et des défis aussi en OBNL, on va se situer, c'est sûr, à la jonction un peu là, de la communication, de l'administration. On va même aller du côté du service aux membres dans certains cas, ceux qui ont des plateformes de membres. Donc, on va discuter de différents sujets. On va parler de gouvernance aussi, qui vont tourner autour de la cybersécurité, qui est devenue un enjeu majeur. Écoutez, juste de mon côté, là, dans les 2 dernières semaines, si je n'ai pas reçu au moins 5 courriels qui m'invitaient à copier un lien pour participer à un appel d'offres, là, je pense que je ne sais pas combien j'en ai eu. Après ça, on en a eu d'autres sur notre ligne principale, des gens qui nous demandaient leur solde, mais qui ne sont même pas clients chez nous. On a déjà, dans les dernières semaines, là, vécu plusieurs tentatives là, de hameçonnage et autres, juste chez Espace OBNL. Fait que j'ose pas imaginer comment ça s'est passé chez vous dans les dernières semaines. J'entends des histoires d'horreur de certains d'entre vous, là, des gens qui se sont fait capturer leur serveur, qu'on demande des rançons, etc. On se rend compte aussi, pour placer un peu le contexte, là, moi je fais beaucoup de formations avec des conseils d'administration, puis quand je parle de cybersécurité, quand je parle de numérique, ben, je me rends compte que les conseils d'administration sont très souvent peu conscient de ce que ça prend et aussi ont peu de compétences par rapport au numérique. Et la technologie, bien, plus ça va, plus elle est omniprésente. Puis là, il y a un raz-de-marée qui s'en vient, un tsunami. J'espère que vous êtes bien attachés à vos chaises, qui s'appelle l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, ça va être le fun parce que ça va nous donner de la productivité, mais ça va rendre les crimes, les cybercrimes de plus en plus dangereusement réalistes avec la réalité. Là, on a déjà des exemples qui sortent dans le marché. Donc aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir 3 experts. On change un petit peu notre optique. La plupart du temps, on a des gestionnaires. Ce matin, on a des experts. Je vais les présenter rapidement. Puis après ça, je vais leur demander, chacun leur tour, de prendre 2 minutes pour présenter qui ils sont, puis un peu leur expertise, pourquoi ils viennent nous parler de cybersécurité ce matin. Je commence avec Audrey Schink, qui est présidente de Blue Eden. Bonjour Audrey. Bonjour! J'ai René-Sylvain Bédard, qui est président d'Indominus. Bonjour. Et Yamal Gottmal, qui est président de Data Next Step. Bonjour tout le monde. Bonjour à vous trois. Vous êtes toutes les trois des partenaires qui êtes justement dans le répertoire dont je parlais tantôt. Donc, si les gens veulent vous trouver, ils vont avoir facilement accès aux partenaires. Cliquez sur le petit bouton rouge de votre fiche pour rentrer en communication avec vous. Je vais laisser vous présenter 2 minutes. Fait qu'Audrey, je vais commencer avec toi. Oh là là, 2 minutes. Justement, ouais, c'est ça. On place la table tout de suite. Donc, ben, comme Stéphane m'a présenté, Audrey Schenck de Technologie Blue Eden. En fait, Blue Eden, depuis maintenant 3 ans, se spécialise dans la zénitude des technologies auprès des organismes à but non lucratif. Puis quand on parle de zénitude, là, des fois, on dit c'est un peu un pléonasme, là, ça fonctionne pas ensemble, mais oui, ça peut être simple, ça peut être facile, la technologie, mais encore faut-il être bien accompagné. Donc, moi, ce que je peux faire pour vous, notamment, je viens de lancer justement un programme qui s'appelle Technautonome qui peut permettre justement aux gens dans les OBNL, dans les petites organisations, de devenir autonomes, de pouvoir gérer eux-mêmes leur informatique, tant au niveau technique qu'au niveau, disons, plus procédural et tout ce qui est gouvernance. Puis moi, dans ma petite personne, ça fait quand même 17 ans que je suis dans le domaine, donc ça trahit mon âge, ne regardez pas ma teinture. J'ai commencé aux couches, là, voyez ça comme vous voulez. Euh, mais à 6 ans, j'ai eu mon premier ordinateur qui, vous vous doutiez, était probablement beige. Puis je savais que j'allais être en informatique, puis que j'allais traiter avec des programmes, des machines et tout ça, mais je ne savais pas exactement dans quoi. Et au fil du temps, mais 17 ans plus tard, j'ai tombé autant dans les volets pédagogiques de la technologie que les volets techniques. Donc, c'est souvent un attrait qui peut être intéressant pour vous tous et toutes parce que j'ai le côté technique, puis je suis capable de l'expliquer, ainsi que mes 2 collègues là, dans leurs entreprises respectives là, qui vont pouvoir vous accompagner dans leur spécialité. Donc, je vais arrêter ça là, sinon je vais parler pendant l'heure au complet. Excellent. Tu vas avoir d'autres occasions. Don't worry. Yamal, à ton tour. Et bonjour tout le monde. Mon nom c'est Yamlal Gautam.
Pour parler rapidement, moi, en fait, ça fait quinzaine d'années que je suis dans le domaine, donc un petit peu moins que Audrey, mais ça fait 6 7 ans que j'ai mon entreprise justement dans le cyber aussi. Donc, en résumé, en fait, on accompagne les entreprises dans trois volets. Donc, côté stratégique, à planifier leur stratégie technologique avec le posture de sécurité, donc avoir un point de vue global, puis par la suite, mettre en place des corrections, soit en collaboration avec vous, surtout avec les OBNL ou avec les très petites entreprises. Souvent, on leur laisse un peu pas la flexibilité, on leur recommande qu'ils le fassent eux-mêmes, puis on est là quand ils ont besoin, simplement parce que question de budget, mais aussi question de priorité souvent, ce qui n'est pas le cas pour les OBNL. Et troisièmement, on fait aussi beaucoup la conformité, donc on parle de loi 25 ou IPA, SOC type 2, tout ça, donc on vous accompagne dans ce processus très, on va dire, complexe à aller chercher ces certificats-là, surtout quand vous êtes un petit, moyen OBNL, puis vous voulez travailler avec certaines entités, ils demandent ce genre d'exigences-là. Donc, on vous accompagne en comprenant votre situation, qu'est-ce qu'il y en est, qu'est-ce qu'il faut la voie pour y atteindre, puis même des fois négocier même avec vos clients ou partenaires pour être flexible dans leurs exigences, parce que souvent, même les partenaires, vos clients, ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils vous demandent comme côté mesure de sécurité. Donc, on vous accompagne, on vous conseille là-dessus. Donc, c'est un peu ça en résumé ce qu'on fait. Donc, on est basé à Montréal, mais on accompagne pas mal Québec, Toronto maintenant, même aussi un peu États-Unis. Donc, c'est un peu sur moi et l'entreprise. Merci. Excellent. René Sylvain, on termine avec toi. Le dessert, on aime ça. Euh, donc, René-Sylvain Bédard, ça fait 30 ans que moi je suis en technologie, dont 20 comme partenaire Microsoft, 11 chez CGI. Euh, j'ai vu, j'ai vu neiger pour ce qui est rapport à la technologie, ce qui fait qu'il y a 3 ans, je me suis vraiment spécialisé dans tout ce qui avait rapport avec la cybersécurité. On a relevé un client, ça a été assez traumatique tant pour eux que pour nous. Donc, on a choisi d'être en prévention. On a créé une gamme de produits qui est la gamme de produits Spart, qui est une gamme de produits gérée par-dessus la plateforme Microsoft. Donc, nous, on est vraiment des spécialistes Microsoft 365, Azure, c'est vraiment ce qu'on prend en charge. Euh, j'ai également écrit un livre conçu pour être sécure, que je donne gratuitement en passant au CA d'OBNL. Donc, ouais, j'ai vraiment une offre qui est du bénévolat exécutif pour former les CA sur la cybersécurité, pour qu'ils puissent comprendre quels sont vos besoins, pourquoi le faire, etc. Euh, Outre ça, je vous dirais qu'on est également revendeur Microsoft. On fait également des projets pour les très grandes entreprises. Et on fait ce qu'on appelle de la cybersécurité en tant que culture. Donc, être capable de venir mettre en place la culture de cybersécurité auprès de votre direction pour que ça puisse se rendre ensuite dans les équipes de gestion et se rendre finalement aux utilisateurs. Excellent. Ben, merci à vous trois de cette brève présentation. Je sais qu'on pourrait passer encore plus de temps sur qui vous êtes, mais on va se concentrer sur être capable de répondre à certaines questions pour donner des orientations aux gens qui nous écoutent. La première chose, là, on va définir c'est quoi la cybersécurité, puis peut-être nous donner quelques exemples de crimes numériques en 2000. Puis là, je vais dire 2026 parce que c'est sûr qu'on connaît encore, tu sais, peut-être tout le monde a entendu parler du rançongiciel ou de certains ce qu'on va appeler aussi la fraude du président. Puis même encore là, je sais que plusieurs n'ont pas entendu parler de ces crimes-là. Puis souvent, c'est ça qui se passe, c'est que vous les connaissez pas. Donc, vous finissez par tomber dans le panneau. Mais je veux aussi qu'on amène aussi l'aspect du côté humain dans ces crimes-là. Là. Puis René Sylvain, peut-être commencer avec toi. Là. C'est quoi ta vision de la cybersécurité? Ma vision de la cybersécurité, c'est vraiment on va y aller en deux volets. Premièrement, je vois ça comme un axe de croissance. C'est-à-dire que si vous êtes capable de démontrer que vos environnements sont sécurs, si vous êtes capable de vous certifier, si vous êtes capable de dire à vos fournisseurs et à vos clients, et dans le cas des OBNL, très souvent aussi vos donateurs, que vous êtes sécuritaire, que leurs données sont en sécurité et que vous faites ce qu'il faut d'un point de vue surveillance pour savoir ce qu'il y en est, ça va vous aider à grandir. Deuxième point de vue, qui est un point de vue plus opérationnel chez nous, nous, on se bat contre des bullies. Hein. C'est des intimidateurs, c'est vraiment ce qu'ils font dans la vie. C'est de taper ceux qui n'ont pas les connaissances pour aller chercher de l'argent. Si vous laissez des faiblesses ouvertes, si vous laissez des portes ouvertes, si on veut dire, ben, ils vont rentrer, ils vont vous faire mal, puis ils vont vous faire mal jusqu'à ce que vous leur donniez ce qu'ils veulent. Puis ce qu'ils veulent habituellement, c'est une de deux choses. C'est soit des données privilégiées sur lesquelles ils vont pouvoir agir plus tard, ou de l'argent. Et comme la plupart des OBNL
des compagnies, des ministères, ben, si vous n'avez pas d'argent, vous fermez, donc vous avez de l'argent, donc c'est ça qui est leur cible, donc tout le monde devient une cible. On voit que 86% des PME sont les cibles des cyberattaques, donc c'est vraiment tout ce qui est petits groupes, petites entreprises, petites OBNL, c'est les cibles à privilégier. Ben, c'est les moins bien protégés, on va s'entendre dans bien des cas aussi, là. Puis souvent, il faut être conscient que c'est peut-être pas les OBNL qui ont les meilleures politiques numériques non plus, tant au niveau de la gestion des mots de passe ou la mise à jour des outils antivirus, et etc., etc., là. C'est un petit peu un catch-22, si tu me permets. Ouais. Il y a 4 millions de postes ouverts en cybersécurité. Fait que si tu demandes à quelqu'un, est-ce que tu veux aller travailler chez Bombardier ou chez CGI ou dans une grande shop où tu vas avoir des grands défis, ou aller travailler avec un petit groupe de 30 ou 40 personnes que tu vas devoir sécuriser, mais que tu risques de devoir te battre à chaque étape du chemin parce qu'il va falloir expliquer au complet qu'est-ce qu'il faut que tu fasses, ben, la plupart des gens vont dire, je vais aller avec le... Alors, je vais aller faire de la cybersécurité de l'IA chez CGI ou chez Deloitte. Mais ce que ça fait, c'est que le pool en bas, qui est quand même la majorité de notre économie, hein, qui est la PME, l'OBNL, tout ça, ben, tout ça se ramasse sans ressources. Exactement, effectivement. Yamal, ta vision, toi, de la cybersécurité? Bon, en fait, René Sylvain a quand même résumé quelques points. En fait, moi, je pense que ce que je peux ajouter de A+, ce que je suis d'accord avec René Sylvain, c'est en fait, surtout les très petites entreprises, puis le VNL, puis même, je dirais, les moyennes et grandes entreprises, ça arrive, là, c'est pas parce qu'on est une petite entreprise, parce qu'il y a des petites entreprises qui sont très sensibilisées, ils veulent mettre en place les protections de sécurité, donc protection des données, qui n'ont pas le moyen, qui n'ont pas le priorité, comme surtout le OVNL, parce que leur but ultime, c'est d'offrir les meilleurs services à leurs membres et aux communautés. Tandis qu'il y a des grandes entreprises qui ont les moyens, mais ils ne veulent pas privilégier. Donc, ils ont la capacité. Donc, il y a deux mondes, en fait. Il y a des mondes qui le veulent, mais ils n'ont pas le moyen, ils ne savent pas comment le faire. Puis, il y a des mondes qui ont le moyen, mais ils ne veulent pas le faire parce qu'ils veulent juste faire de l'argent. Donc, ça, c'est un peu la réalité de la sécurité en arrière. Et je dirais aussi que et quand on arrive là, donc j'ai vu des entreprises très grandes qui ont une négligence très banale versus des petites entreprises qui étaient bien sécurité. Donc c'est vraiment très rare de voir ça, mais en général, les petites entreprises et surtout les OBNL, ils n'ont pas l'énergie ou ils n'ont pas la tête à ça. Donc quand on a un petit montant qui rentre, c'est qu'est-ce que je peux utiliser cet argent-là pour offrir le meilleur service à ma communauté, à mes membres, plutôt que sécuriser. Loi 25, c'est important, mais c'est important que je peux offrir le service aux femmes de la communauté, ou les enfants, à l'itinérance. Donc, c'est vraiment où mettre l'effort et l'argent. Je pense que c'est vraiment un jeu. Donc, je pense que c'est la réalité. Puis le deuxième, c'est vu que c'est jamais une priorité, mais on met toujours à côté. Donc, quand on veut implémenter une solution, par exemple, en site web, en infra, en cloud, par exemple, n'importe quoi, on le fait avec la base que la sécurité, on va le faire à la fin parce que c'est semi-important. Donc, ça veut dire qu'on ne priorise pas. Or que le monde, ce qui il fait la mélange, c'est que faire la sécurité puis implémenter, mettons, un parc informatique, c'est deux postes séparés, deux experts séparés qui doivent faire ça. Mais normalement, c'est dès le début, on commence ensemble, moins de travail à faire après. Je donne beaucoup de référence à une maison. Quand vous faites une maison, mettons, vous faites très, très bien la fondation, très, très structurée, mais plus tard, ajouter plusieurs étages va être plus facile. Mais si vous n'avez pas prévu que vous allez avoir plusieurs étages, vous avez fait une fondation qui n'est pas solide, ce que ça va arriver, c'est qu'après avoir monté un étage, puis finalement, on va monter un deuxième étage, mais notre fondation n'est pas solide, il faut tout recommencer. Là, vous allez devoir débourser beaucoup d'argent. Donc, il fait que on n'a pas une vision long terme, puis on ne pense pas à la sécurité dans le processus de validation, dans l'implémentation. Donc, petit pas dès le début en sécurité va sauver beaucoup d'argent à la fin, surtout pour les petites entreprises et bien OBNL, surtout parce que pour les OBNL, vous êtes pas une grosse entreprise, ce qui fait que c'est plus facile d'implémenter versus une grosse entreprise qui veut amener des changements devient très complexe. Donc, vous avez ce privilège-là aussi, mais c'est pas vraiment utilisé. Donc, c'est ça que je dirais comme, si je résume un peu. Puis, en finir, je dirais, c'est surtout qu'on parle de cybersécurité, mais il
faut dire vraiment qu'est-ce qu'on protège. Souvent, on fait la sécurité, mais on ne sait pas qu'est-ce qu'on protège. Donc, définissez qu'est-ce qui est critique pour votre OBNL. Est-ce que c'est les membres et leurs données confidentielles ou c'est vraiment les patients, les clients, des partenaires? Donc, définir c'est où vos données critiques. Comme une banque, comme Desjardins, les données plus importantes, c'est pas combien d'argent qu'ils font, c'est vraiment tous les membres qui ont puis leurs données confidentielles. Vous devez protéger ça, mais une fois que vous savez ils sont où, vous aurez une meilleure idée de où vous devez mettre la protection, puis aussi travailler avec des experts qui vont vous accompagner efficacement. On a vu dans les 2 dernières semaines Desjardins, Canadian Tire faire les médias, là, tu sais, puis Desjardins, la fuite de données date il y a quand même 5 ans, là. Puis la Ouais, en fait, crédibilité. si vous voyez, excusez-moi, j'ai coupé, mais tu sais, justement, René Sylvain a parlé tantôt, tu sais, ça fait surface, c'est la même attaque, mais ça fait surface, puis maintenant, il y a des malfaiteurs qui essaient de dire, hey, donnez-nous de l'argent à Desjardins parce qu'on a vos données, mais c'est des données qui sont déjà eu la fuite avant. Donc, tu sais, Ouais. Desjardins a dit, bon, on ne vous donne pas de l'argent parce que de toute façon, c'est des données qui sont déjà été volées. Donc, capable de négocier, mais capable de dire non, oui, tu sais, on dit, on négocie jamais avec les malfaiteurs et tout, mais tu sais, des fois, c'est les mêmes données qui multiplient puis ils essaient de refaire l'argent avec cette donnée qui s'est déjà fait en fuite. Donc, savoir qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui a été une fuite. Donc, comme ça, vous êtes capable de mieux négocier, mais mieux protéger aussi. Donc, on n'est pas à l'abri, une petite entreprise ou très grande entreprise comme Desjardins, on est vulnérable à certains niveaux, mais d'avoir des bonnes pratiques de protection puis de recouvrement, c'est le plus important. Il y a quelque chose que je veux juste traduire, puis avant aller te donner la parole, Audrey, là. Dans ce que tu as dit, il y a quelque chose d'important relié. Souvent, beaucoup des organismes avec qui on parle aujourd'hui reçoivent des financements par projet. Et ce genre de dépenses-là en cybersécurité, en infrastructure numérique, ne fait pas partie des dépenses admissibles. Faut donc qu'on se trouve, ça met donc une pression supplémentaire sur les organisations à se développer des structures de revenus pour être capable de se protéger. Fait que il faut que vous le considériez, puis là, c'est plus un avis que je donne envers les gens qui nous écoutent aujourd'hui. Là, il faut vous constituer un plan d'investissement. Ça ne se réglera pas juste avec une subvention sur 12 mois. C'est quelque chose qui est constamment à faire dans le temps et sur lequel on doit avoir une vision stratégique avec un plan d'investissement sur les 3 prochaines années qui va accompagner votre plan stratégique aussi, là. Fait que je pense que c'est important de le percevoir comme étant quelque chose d'urgent, quelque chose d'important, mais quelque chose aussi de structurant qui a besoin de faire partie de la stratégie. Audrey, en terminant, toi, ta vision de la cybersécurité, c'est quoi? Je vais essayer de faire ça short and sweet. Moi, quand je définis la cybersécurité, c'est beaucoup les moyens à mettre en place pour protéger les renseignements personnels ou pour protéger les individus. Pardon. Puis, c'est que souvent, dans l'organisme à but non lucratif, c'est vu comme une montagne. On dit, oh là là, ça va coûter super cher, ça va être super compliqué. Mais souvent, c'est qu'on pense à des méthodes à mettre en place comme des outils, des gros systèmes et tout ça. Mais l'humain a une importance capitale dans la protection de l'information puis dans l'évitement des fuites de données. Des gestes tout simples. Puis là, je pense qu'on va en parler peut-être plus tard, donc je ne veux pas spoiler la patente. Mais il y a des gestes concrets qui, dès aujourd'hui, vous pouvez poser qui va diminuer votre risque. Parce que oui, la cybersécurité, c'est de la gestion de risque en bout de ligne. Puis j'ai déjà vu des organisations qui, elles, disent, ben moi, il arrivera ce qui arrivera. Sauf que le problème avec ça, c'est que ça a en bout de ligne des conséquences sur les individus. Puis peut-être une petite parenthèse un peu technique là, sur le sujet. Tu sais, quand on voit les grandes entreprises de ce monde qui se font attaquer, ben oui, la première vague d'attaque est concernée sur l'entreprise, sur une rançon, par exemple, et tout ça. Mais il y a une deuxième vague d'attaque bien souvent et elle concerne les individus parce que au Québec, souvent, un appareil professionnel, que ce soit dans l'entreprise lucrative ou non, euh, beaucoup de gens vont l'utiliser à d'autres escients que le côté professionnel. Fait que la protection des renseignements personnels devrait faire partie du jargon puis des gestes de tout le monde, que ce soit un organisme, une coopérative, une PME, une grande entreprise, et nous-mêmes à la maison, parce que c'est collectivement tout le monde que ça va faire en sorte que, oui, il va en avoir encore des cyberattaques ou des fuites de données, mais si tout le monde, on fait notre petit bout de chemin justement pour mettre les bonnes pratiques, les bonnes méthodes, les bons outils, les bons réflexes en place,
ben on va limiter les chances que ça arrive, là. Fait que On va c'est faire notre un but. petit, on va, juste au risque que tu viens de dire, on va faire un petit exercice, là. Les gens que je vois en caméra, là, à main levée, là, qui parmi vous avait une politique de gestion de mots de passe pour votre CA et vos employés, vos bénévoles? Une personne, deux, j'en vois quatre. Tu dis, tu sais, on parle de pratiques simples là, qui ne coûtent rien, là, ou presque, là. Ça, c'est le meilleur exemple. La politique de gestion des mots de passe. Puis Dieu sait que le changement des mots de passe, on aime ça, là, tu sais, avec le caractère, plus la lettre majuscule, plus le chiffre, plus mais je pense que c'est une façon d'expliquer aussi cette simplicité-là en même temps. Puis moi, tout ce que tous les consultants m'ont toujours dit, pas juste en cybersécurité, mais en gestion du changement numérique, c'est les plateformes, c'est pas la solution, c'est l'humain qui est la solution. Puis après ça, les plateformes vont venir outiller l'humain dans ses pratiques puis dans ses risques aussi, là. Tu sais, si on est sur le lieu de travail puis on commence à fréquenter des sites Internet plus ou moins fiables, déjà là, on vient de se mettre à risque, là. Mais d'ailleurs, on va regarder ça. Puis Yamal, je vais commencer avec toi sur la prochaine question parce que tu l'as abordé un peu quand tu as parlé de conformité. C'est quoi les obligations? Au-delà de ce qu'on devrait faire comme bonne pratique, là, on va placer le chapeau où on n'a pas le choix. Donc, c'est quoi les obligations légales et réglementaires à respecter? Puis, je ne veux pas trop que tu parles de la loi 25, mais plus le paysage, parce que la loi 25 a sensibilisé beaucoup de gens. C'est sûr que la fuite de données de Desjardins a réveillé beaucoup de monde au Québec, là. Puis, comme on se rend compte que c'est pas fini, là, fait que, on a juste à s'imaginer que nos membres, on s'est fait voler notre liste de membres, on s'est fait voler notre liste de donateurs, comment ça peut nous mettre à risque, là. Donc, je reviens sur ça, Yamal, là, que tu reviennes sur le contexte plus le réglementaire. En fait, je suis pas quelqu'un d'avocat et tout, donc juste pour Non. vous aviser. Donc, tous mes conseils sont pas reliés à légal et tout en tant qu'avocat, juste pour question de clarifier. Ouais, ben, En fait, ce qui est intéressant pas remarquer, mais aussi à clarifier, c'est que les lois et l'exigence ou les règlements sont faits pour un bon roulement d'un système, une société, en fait. Donc, tu sais, par exemple, je fais souvent référence à conduire à 100 km à l'heure sur l'autoroute, par exemple. C'est minimum, c'est 60, maximum, c'est 100. Mais si vous prenez un auto, puis il y a des gens qui vont aller jusqu'à 120, 119, par exemple, puis d'autres vont rouler à 80. C'est pourquoi le monde, ils font ça, c'est que vous connaissez votre capacité de conduire, vous connaissez la limite de votre auto et vous connaissez l'état de la route. Il y a d'autres choses à prendre en considération. Durant l'hiver, s'il fait grosse tempête et tout, puis que même si c'est 60, le minimum, vous n'allez pas rouler à 60, peut-être vous allez même réduire, même sur l'autoroute, à rouler à 40, 50, parce que c'est plus dangereux si vous dépassez cette vitesse-là. Donc, pourquoi je fais cette référence-là? C'est que ouais, donc, c'est parce que si on dit ABC qu'il faut appliquer ABC. Parce que souvent, c'est des lois générales qui couvrent pour tout le monde, une petite entreprise OBNL à une grosse firme. L'exemple loi 25 ou d'autres conformités de protection de données qu'on a, par exemple SOC type 2, IPA, ISO, et de savoir comment ça affecte vous, en fait, votre organisation. Puis qu'est-ce que vous pouvez faire? Peut-être ne pas confondre, parce qu'en ce moment, tu sais, entre parenthèses, beaucoup des entreprises, surtout les OBNL, n'ont pas une conscience très claire sur la loi 25. La loi 25, c'est pas juste faire des NDA avec l'avocat et faire le cookie sur le site web, c'est juste 2%, 3% de la conformité. Et malheureusement, ça, c'est une mauvaise éducation qui est faite. Et puis, je dis souvent, quand je consulte les clients ou les partenaires, je dis, loi 25 est là pour vous éveiller, pour vous réveiller, pour dire qu'est-ce que vous devez faire, puis comment ça peut affecter à vous, puis comment vous vous mettez en place. Par exemple, oui, vous avez centaines de conformes contrôles à mettre en place, mais peut-être pour vous, en ce moment, peut-être mettre 10 contrôles cette année en place, puis vous serez déjà plus conforme qu'une entreprise qui n'a aucun contrôle. Puis c'est correct parce que l'argent à mettre, ça ne vaut pas le risque. Parce que vous acceptez de prendre le risque, mettons, rouler lentement ou plus vite sur l'autoroute, de ne pas poigner le ticket parce que vous savez que vous êtes prêt à accepter ce ticket-là si ça arrive et ça vaut la peine de prendre ce risque-là parce que vous allez arriver plus tôt à votre destination ou même ralentir puis créer le trafic parce que vous savez que si vous conduisez plus vite, vous allez avoir un accident. Donc vraiment dire que c'est quoi l'impact pour mon organisation, pour mes clients, pour mes partenaires, puis prendre cette décision-là.
Donc, loi 25, vous pouvez étaler ou une conformité réglementaire que vous avez sub, mettons en santé, en éducation, vous pouvez étaler sur 3 ans. Comme Stéphane a mentionné, avoir une stratégie technologique qui dit, OK, je veux faire conforme à telle loi-là pendant 3 ans. La première année, je veux faire ça parce que c'est ça qui va être plus dangereux. Puis la deuxième année, je veux faire ça. Troisième, ça. Puis quand vous faites ça, vous avez ce plan-là. L'avantage que vous avez, c'est que moindrement, si quelque chose qui arrive, vous ne suivez pas ce règlement-là, mais vous pouvez se défendre en disant oui, on voulait faire ça, on n'avait pas les moyens, on a fait ça, on était rendu là, puis on a fait de notre mieux par rapport à notre capacité. Vous êtes capable de bien défendre devant même le gouvernement ou autre parce que vous avez fait votre mieux. Donc, c'est ça que la loi ou n'importe quoi veut dire comme, est-ce que vous avez fait les bonnes choses pour protéger vos gens? Parce que la loi 25 est venue, juste, je m'excuse pour parler beaucoup de loi 25 parce qu'on parle beaucoup de ça, est venue en Ben, place au c'est ça le Québec but. parce qu'il y a des gens qui abusaient des données confidentielles des citoyens, puis ils le vendaient en fait. Ils faisaient les mauvais usages. Donc, vous devez démontrer que vous faites le bon usage, puis que vous avez fait au mieux, puis que s'il y a quelque chose qui est arrivé, comme c'est arrivé à Desjardins, c'est correct que ça arrive, mais vous avez fait votre meilleur, puis vous avez un plan pour repartir. Puis je pense que c'est ça qu'il faut vraiment calculer, avoir un plan, puis accepter de prendre des risques, de calculer ces risques-là, puis mettre en place avec une stratégie. Euh, René Sylvain, j'aimerais ça qu'on commence à tomber un petit peu dans le cœur des solutions, là. Comment on les protège ces données sensibles-là? Je vais reposer la même question à Audrey par la suite, là. Donner être capable, là, on a parlé de politique de mots de passe, puis là, Si tu je permets, t'écoute, là. Oui, vas-y. si tu permets, je vais juste faire un petit aparté avant. Au-delà des certifications d'être ISO ou de ce qui est requis légalement, j'aimerais ça juste qu'on prenne une minute peut-être pour prendre conscience que ce qui est le plus important à protéger à la base, c'est la relation de confiance. La relation de confiance avec vos clients, avec vos membres, avec vos bénévoles. Donc, tous ceux qui vous confient de l'information, des numéros de carte de crédit ou quoi que ce soit, vous établissez ce contrat-là avec eux. C'est ça qu'il faut protéger. Parce que si vous n'avez plus cette confiance-là, vous n'êtes plus en affaires. Je prends l'exemple des donateurs. Si votre série de donateurs au complet se font vider leur compte de banque, il n'y aura plus jamais personne qui va vous donner d'argent. Donc, c'est vraiment plus l'approche que moi je prends avec les CA, de dire, OK, il y a les préalables, entre guillemets, légaux ou qui vont vous éviter d'être dans le trouble, mais il y a les préalables logiques qui vont vous maintenir en vie si jamais il y a une attaque. Qu'est-ce que vous devez protéger? Qu'est-ce qui est critique à votre entreprise? On va élargir ce que tu viens de dire, là, puis il faut que tout le monde comprenne que c'est le processus de gestion des risques qui fait partie des responsabilités de gouvernance, qui est ignoré ou qui est mis de côté dans la plupart des pratiques, dans bien des cas aussi, là. Quand on parle de cybersécurité, la plupart du temps, il faut le mettre dans un chantier de gestion des risques qui est plus global que juste parler de cybersécurité, là. Puis ça, c'est là où on a beaucoup de travail à faire avec les conseils d'administration, surtout ceux qui viennent plus du domaine tu sais, où on n'a pas nécessairement des gens professionnalisés souvent qu'on appelle, là, où c'est pas toujours une priorité, puis on est très axé. Puis où ben, le premier sujet, c'est est-ce qu'on a de l'argent pour offrir nos services demain, puis est-ce qu'on est capable d'offrir nos services à tous les gens qui en ont besoin avant même de parler de la couche de cybersécurité, là. Fait que c'est sûr que dans une idée de priorité, il faut le voir dans un. Mais ce que tu dis, je veux juste le placer dans le contexte plus large parce que cet enjeu réputationnel-là peut vous tuer. On connaît des organismes que ça leur a fait excessivement mal, là. Au-delà entre autres, au-delà des rançons, ainsi de suite, là. Oui. Et, Puis, oui, vas-y, c'est excuse. excuse-moi. Continue, continue. Et d'un point de vue, ça, on parle beaucoup depuis tantôt que ça coûte cher, etc., de services. Moi, mon approche côté cyber, elle est intégrée. Je ne pense pas que ça vale la peine d'investir, d'envoyer un chèque de 100 000 à Cisco ou d'envoyer un chèque de 40 000 à SentinelOne. Les outils existent au sein de Microsoft. La plupart des OBNL ici ont accès à ce qu'on appelle Microsoft for Non-Profit, qui est un programme qui vous permet d'avoir des licences de Microsoft de très haute qualité à très bas prix. Et au sein de ces licences-là, il y a déjà des produits de cybersécurité. Premier point. Deuxième point, euh, je vais donner un exemple très personnel, là. Pour nous, protéger un appareil, ça commence à 9,99 par mois. On n'est pas aux 2, 3, 4, 5, 10 000 par mois, là. On commence là à la base. Et l'idée, c'est vraiment plus de venir dire comment est-ce qu'on peut surveiller pour s'assurer que l'identité, les appareils, euh, les courriels qui rentrent, que tout ça, on a quelque chose qui est cohérent
pour avoir un rapport à la fin du mois qui nous dit voici ce qui a été arrêté, voici votre score de sécurité pour les différents services, puis voici vers où on s'en va. Euh, Ça peut être aussi banal que de maintenir les appareils à jour, s'assurer que tous les appareils ont le patch, s'assurer que tous les appareils ont leur vulnérabilité gérée. Je veux dire, ça, c'est tous des services qu'on fait de base parce qu'on sait que la PME et les OBNL n'ont pas les personnes pour faire ça. Mais Donc, commence pas tout au garage. Oups! On règle ça. Tu vois, ça, c'est un point de sécurité. Quelqu'un qui a ouvert son micro par accident, puis on entend la conversation, fait que là, c'est réglé. Mais si c'est je peux me bon. permettre un point, parce que Vas-y. Stéphane, puis merci René Je Sylvain. m'en viens à toi, Audrey. Je voulais juste finir avec Ah, René Sylvain. Donc, tu étais rendu avec les badges. Est-ce que tu avais fini? En fait, le- l'idée surtout, c'est de regarder, prendre le temps de savoir quelles sont les données qui sont à sécuriser et à partir de là, qu'est-ce qui a accès à ces données-là. Comme ça, si vous sécurisez le chemin, il y a moins de chances que votre téléphone ou votre PC ou votre Mac devienne le conduit à travers lequel ils vont extraire toutes vos données. OK, parfait. Juste avant qu'on continue avec toi, Audrey, là, juste vous dire, là, vous allez avoir un courriel après l'activité avec les coordonnées de tout le monde et le livre de René Sylvain, là, parce que là, je vous vois en train d'envahir le chat. Vous avez plein de questions. On va essayer de garder la discussion le plus large possible pour tout le monde. Puis après ça, il y a les cas spécifiques. Vous pourrez les consulter là, en privé dans chacun de leurs mandats par la suite. Là, ça va être peut-être plus simple de le gérer en macro comme ça. Audrey, on parlait des solutions à mettre en place. oui, ben on parlait des solutions à mettre en place, mais juste avant, parce que depuis tantôt que je titille puis que j'ai l'information sur le bout de la langue. Puis, tu sais, Stéphane, tu m'as titillé, René Sylvain aussi. Tu sais, on parle évidemment que quand il y a des fuites d'informations ou des rançongiciels ou bon, tout autre type d'attaque, c'est soit pour l'argent ou pour avoir les données pour en bout de ligne faire de l'argent. Il faut faire attention parce que dans l'organisme, surtout à but non lucratif, il y a aussi des attaques. Je donne un exemple. Moi, j'ai des clients qui sont des maisons pour les femmes victimes de contrôle coercitif ou des organismes à la défense de la communauté LGBT+. Et il y a aussi le fait qu'on veut faire du mal. Tu sais, il y a des gens qui, un peu comme dans le vandalisme, veulent faire du mal à l'organisme, puis juste amener aussi une perte de réputation. C'est sûr qu'en bout de ligne, l'argent mène le monde, malheureusement. Mais quand même, garder que ce facteur-là existe. Puis, c'est pas juste quelque chose que j'ai vu sur Internet ou que j'ai vu dans un livre, là. C'est des choses qui se passent réellement. Des sites web qui se font rediriger vers des sites très illicites ou qui n'ont pas d'allure, mais c'est bien l'adresse de l'organisme en haut. Donc, juste déjà pour votre réputation, en plus pour la sécurité de vos membres, puis pour ne pas affecter votre mission, ben, c'est sûr que de mettre justement les stratégies ou les moyens en place, c'est d'autant plus important. Stéphane, on retourne vers ta question, je t'écoute de nouveau. Ce que je disais, c'est les données sensibles, comment on les protège. Ben, c'est sûr que d'une organisation à l'autre, il y a différents moyens. Puis le fameux one size fit all, là, autant que dans le linge, c'est pas vargeux, en informatique puis en sécurité, c'est pas très bon. Mais déjà, il y a quand même des méthodes de base. Tu sais, tantôt, Yamal il parlait d'avoir avoir une fondation solide. Ben, le fait d'avoir de la double authentification, je le sais, tout le monde déteste ça, mais tous vos systèmes, dans le fond, qui peuvent supporter la double authentification, activez-la. Ça vous prend 5 secondes à avoir le code dans votre application. Puis, est-ce que c'est une mesure qui est parfaite? Non, mais c'est une mesure qui ne vous coûte pas d'argent, que vous pouvez relativement facilement mettre en place. Puis oui, elle peut se contourner, mais tu sais, c'est quand même une bonne protection. Euh, le fait aussi, on parle beaucoup des mots de passe. Je vois encore beaucoup d'organisations qui ont... Et Audrey, tu me Oui, permets de t'interrompre parce qu'une question qui est rentrée, puis tu es justement en train d'expliquer que la question, il faut y faire attention. Et quand il oui, demande une recommandation sur les plateformes, bien là, oui. tu viens de dire que ce pas les plateformes qui sont importantes, c'est les processus. Fait que tu as beau avoir la meilleure des trois plateformes, Google, etc., mais si tu n'as pas la double authentification, elle devient à risque quand même. Fait Oui, on est beaucoup plus dans le procédural que dans l'outil technologique, là. Je veux que vous gardiez ça en tête, là, puis c'est important parce qu'il faut sortir du débat de qu'est-ce qui est meilleur que l'autre. C'est de dire, est-ce qu'on travaille avec nos outils de la bonne façon? exactement. Puis de la façon que je pourrais illustrer ça, Stéphane, puis excuse-moi, ça va peut-être être un peu cru,
quand je parle justement à des clientèles, qu'elles soient PME ou BNL, je vais dire, moi, je peux aller chez la quincaillerie du coin et acheter un tournevis pour visser une vis, mais je peux aussi m'en servir pour faire du mal à quelqu'un. Fait que oui, d'utiliser les outils à bon escient, mais il y a aussi, oui, d'avoir une certaine stratégie, justement, bon, pour la conservation des mots de passe, quels sont les risques d'avoir ça dans un petit cahier versus d'avoir ça dans mon gestionnaire de mots de passe. Puis encore plus loin que ça, l'hébergement de mes mots de passe, comment est-il sécurisé par le fournisseur? Puis ça, c'est des questions que les gens ne se posent pas assez. Parce que c'est bien beau de dire je télécharge tel bébelle ou tel bébelle, mais des bébelles, là, il y en a un paquet, puis comme on a dit, c'est pas juste ça qui fait la sécurité. Fait que de s'assurer aussi que nos fournisseurs, qu'ils soient logiciels, nos partenaires, etc., euh, qu'ils mettent eux aussi en place les bonnes pratiques. Puis c'est sûr que tu sais, j'ai parlé un peu des outils de la double authentification, gestionnaire de mots de passe, mais la formation, la formation, la formation, déjà d'avoir des gens conscients, déjà d'avoir des gens qui comprennent la logique, le pourquoi du comment, ça fait une immense différence. Puis, tu sais, oui, là, tantôt dans le clavardage, je voyais des gens qui posaient des questions sur les subventions et tout ça. Oui, il y en existe. Il existe des programmes comme Visée. Bon, on pourra probablement envoyer l'information ou en reparler, mais c'est bien beau encore là avoir tous les systèmes possibles et imaginables, comme disait René Sylvain, de donner 100 000 $ à l'entreprise Cisco, mais en bout de ligne, ça prend juste un courriel qui semble légitime, qu'on a cliqué dessus, puis c'est fini le rendu là. Fait que l'humain derrière la technologie est extrêmement important. Puis c'est pour ça que je dis, tant chez Blue Eden que dans les entreprises de mes collègues, c'est pas des entreprises de technologie qu'on gère ou qu'on opère, ce sont des entreprises d'humains. Fait que- Puis, comme un peu je le disais, tu sais, outre les outils, outre la formation, ben c'est important que ça soit rattaché à votre réalité. Parce que l'organisme qui, par exemple, gère des prêts pour les startups, ben on va pas, peut-être pas utiliser la même stratégie qu'un organisme qui fait, puis là je dis juste, là, c'est pas péjoratif, là, mais juste comme par exemple une maison des jeunes qui pourrait dire, ben moi, dans ma maison des jeunes, ce que je fais, c'est vraiment, je prends le jeune avec moi, puis j'y parle, puis je fais l'intervention, puis qu'il n'y ait pas de données confidentielles. Même si c'est plus vraiment le cas dans les maisons des jeunes, mais bon, ça, c'est une autre histoire, là. Fait que, vas-y, Stéphane. Voilà. Ben, il y a deux questions que je veux juste spécifier. Il y a Isabelle qui demande, on peut avoir des processus, des procédures de base à avoir? C'est ce qu'on donne dans la formation de la semaine prochaine, là. Juste que vous soyez conscients. Là, aujourd'hui, c'est de la sensibilisation, puis il nous reste 15 minutes. Pour ce qui est de la personne qui parle des coûts, c'est impossible à prévoir. Ce qui est important, c'est d'avoir une gestion des risques qui comporte certains éléments dont on va parler plus tard, mais qui est capable d'adresser les premiers éléments qui ne seront pas nécessairement des éléments coûteux aussi. Puis finalement, Stéphane? ce que je veux, je vais aller devoir René Sylvain par la suite. Ce que je veux que vous gardiez en tête aussi, puis c'est quelque chose qui est fondamental, c'est que ça part de la tête. Donc, ça part de la gouvernance. Puis je veux il y a très peu de temps qu'il nous reste. Il nous reste 15 minutes, puis il y a des questions essentielles qu'on n'a pas couvertes encore, là. Et la première, René, je vais te laisser finir ton point. Est-ce que tu voulais rajouter, mais je veux que tu commences à répondre à la question, dire comment est-ce qu'on va sensibiliser nos conseils d'administration à cette cybersécurité-là. Puis après ça, je vais me poser la même question à vous trois si vous avez des choses à rajouter, mais je pense que c'est peut-être je sais que pour être quelqu'un qui fait beaucoup de gouvernance, là, ça part beaucoup de gestion de résistance, de problématiques de gestion du changement, etc., là. Donc, René Sylvain, je te laisse aller. Ben, parfait, regarde. Et puis je voulais continuer exactement sur ce qu'Audrey venait de dire, parce que dans le livre, justement, le deuxième point, c'est l'éducation. Fait que je suis très d'accord. La distinction que j'apporte, par contre, c'est que moi, je considère qu'il faut que le leader de l'entreprise commence par être le premier à se former. Il faut que ça vienne d'en haut. Ça ne peut pas venir. Même si vous formez toute la masse, si vous n'avez pas une vision claire, si vous ne savez pas ce que vous protégez, si vous n'avez pas mis en place les processus pour dire voici pourquoi on fait ça, voici c'est quoi les règles d'utilisation de nos ordinateurs, etc. Mais quand ça arrive en bas, ce n'est que de la généralité. C'est pas cadré, c'est pas axé dans la réalité. Donc, quand que je parle que je veux former, justement,
les CA, ben, c'est la méthode que je veux amener. Puis la méthode, ben, c'est sonder, éduquer, construire, unifier, réviser, puis faire évoluer. Donc ça donne la méthode sécure. Mais une fois que tu sais ce que tu as à protéger, que tu as éduqué ton gestionnaire, ton équipe de gestion et ensuite ton staff dans cet ordre-là, là, tu peux commencer à construire des défenses. Mais tant que ça ne vient pas d'en haut, j'ai pas vu grande révolution, innovation, changement de grands processus qui venaient du bénévole qui rentre une fois par semaine en bas. Il faut que ça vienne d'en haut et que ça descende par la suite. Et c'est pareil en cybersécurité, c'est pareil aussi pour la culture de la cyber, c'est-à-dire d'avoir cette pensée-là, où ce que vraiment on est capable d'avancer, puis de rendre les gens conscients, non seulement de la menace, mais de ce qui est important à protéger. Non, je pense que tout part de là, puis si on n'a pas cette vision-là, puis la même chose, là, on parlait de coûts tantôt, ben, c'est des investissements, c'est pas des coûts. Ouais, La tout à différence fait. entre les deux, c'est pas nécessairement quelque chose qu'on va gérer dans notre budget de 12 mois. C'est peut-être quelque chose sur lequel il va falloir investir pendant plusieurs années. Fait que je sais que beaucoup d'entre vous pensez que c'est subventionnable, mais faut un petit peu sortir de cette mécanique-là pour que ça devienne dans le cadre des coûts qui n'est pas relié au projet, mais qui est relié à l'organisation. Tu sais, j'aimais l'idée de Diamal tantôt dans la maison, c'est que si tu n'as pas de fondation, tu ne pourras pas bâtir dessus, mais ça, c'est un peu ça qu'il faut établir comme structure de coût. Puis Et, c'est pas juste la cybersécurité, là, c'est tout le volet numérique au sens large, là. et la portion Diamal, ouais. cybersécurité, moi, j'utilise souvent le détecteur de fumée. Tu bâtis une maison flambant neuve, parfait. Est-ce que tu mets un détecteur de fumée, puis est-ce que tu le relies à une centrale? Si on demande à Desjardins ou à Deloitte aujourd'hui, ben, eux, ils ont le kit complet. Ils ont même leur propre pompier. Mais à l'opposé, tu regardes un OBNL, tu regardes une PME, ils ont peut-être un détecteur de fumée, puis ils ne savent pas s'il y a une batterie dedans. C'est ça le défaut. C'est là où il faut arriver à dire qu'on a une vue sur ce qui se passe de point de vue cybersécurité. Diamal, toi, ta vision par rapport à comment est-ce qu'on fait pour sensibiliser nos conseils d'administration? Ben, je pense que pas mal tout le monde ont résumé, vous avez tous résumé, c'est l'éducation en fait. L'éducation, la planification surtout. Je pense que la sensibilisation, tout le monde là, je pense à certains niveaux, on ne voit pas la même façon. Donc, de cette éducation de différents niveaux en exécutif, un président, présidente versus un employé, ils vont avoir différentes notions de capables de démystifier pour tout le monde. Puis simplement d'avoir un plan de stratégie, plan d'implémentation pour que ça soit fait partie comme dit, la cybersécurité, c'est pas quelque chose qu'on enlève, qui est un budget séparé, ça doit faire partie du budget dans la technologie. L'IA, on va pas couvrir là-dedans, là, mais IA, en ce moment, c'est exactement ce qui est arrivé avec comme le monde de cyber. On croit que IA, on peut mettre n'importe où, puis non, IA, c'est fait partie d'une des outils que vous allez implémenter dans différentes sphères, puis l'éduquer pour savoir qu'est-ce que la valeur que ça amène, c'est quoi le retour sur l'investissement. Donc, c'est genre, autant, comme dit l'exécutif employé, parler dans ce langage-là pour sensibiliser puis avoir un plan de mise en place. Merci. Audrey, on termine avec toi pour la sensibilisation du CA. Sensibilisation du CA, ben moi, premièrement, je suis le genre de personne à me présenter, ça virtuellement ou physiquement, dans les conseils d'administration parce que dans l'OBNL, vous êtes très axé sur l'humain, puis c'est super, c'est ça qu'on aime. Ce que j'aime aussi beaucoup présenter, mais qui j'aime ça, mais j'aime pas ça dans un sens, c'est que je fais des démonstrations de qu'est-ce qu'on retrouve sur le dark web. Fait que si par exemple vous prenez le temps avec un ou une spécialiste, ça peut être un de nous trois ou un autre spécialiste, pour dire concrètement, là, parce que comme là, on parle en surface et tout ça, on dit il y a des risques, mais de voir dans le concret, voici qu'est-ce qu'on peut retrouver sur le dark web. C'est souvent là que moi je vois des yeux qui s'éveillent, des visages qui s'éveillent, puis dire oh, OK, là, c'est pas juste des paroles en l'air et tout ça, c'est vraiment vrai. Puis sur les différents sites de pirates informatiques, qui, je dois dire, là, est accessible à tout le monde, là. N'importe qui ici, avec juste de savoir comment faire, puis que c'est pas Wow. dangereux non plus, d'aller voir les sites des pirates, puis de voir quelles sont les données qui sont publiées. C'est là qu'on voit que, puis là, René Sylvain, il faut que je la dise, j'ai pas le choix, qu'on a tendance à se mettre la tête dans l'autruche, puis on dit, ben non, tout est correct, puis tout est beau, puis j'ai pas besoin de ci en sécurité, puis j'ai pas besoin de ça. Euh, Fait que, tu sais, il y a différentes méthodes, mais encore une fois, c'est sûr que je répète, oui, ça passe par la pédagogie, mais j'aime bien, de mon côté, vraiment montrer le concret, la réalité, faire une démo puis généralement, c'est comme ça que les gens réalisent quels sont les impacts.
Il y a une discussion qui a commencé, mais qui faisait partie des questions qui a commencé dans le chat, mais je veux juste qu'on y revienne, c'est le volet des assurances. Premièrement, est-ce que les assurances couvrent tout? Deuxièmement, est-ce que ça vaut la peine en termes de coût? Parce qu'on voit que de plus en plus de compagnies décident de se retirer du marché du cyber, puis les autres ont augmenté beaucoup les primes par rapport à ce que c'était il y a 5 ans. Puis présenter un dossier à un assureur sans présenter une stratégie d'amélioration, puis un budget d'amélioration, on se rend compte que ça ne marche pas aussi, là. Fait que j'aimerais ça avoir votre two cents. Puis René, je vais commencer avec toi là-dessus, là, sur le volet des assurances, là. Ton Euh, micro. Oui, vas-y. T'entends, là. donc, ce que j'ai appris au fil du temps avec les assurances. Euh, si vous voulez vous assurer et que ça ne vous coûte pas trop cher, vous êtes mieux d'être sécurisé avant. Une des premières choses qu'ils vont vous envoyer, c'est un beau questionnaire, 25, 30, 40, 50 questions, que la plupart d'entre vous ne pourrez pas répondre seul. Je vous le dis tout de suite, c'est très technique, c'est très approfondi. Ils veulent avoir les détails, ils veulent savoir si vous avez déjà eu un test d'intrusion, avez vu une plateforme de corrélation. Ils vont loin. Euh, Deuxièmement, une assurance, est-ce que c'est nécessaire? Je reviens à la maison. Si la maison brûle, ils vous envoient un chèque et vous allez pouvoir rebâtir. Ça n'empêchera pas que la maison va avoir brûlé. Fait que le système d'alarme est beaucoup plus pratique de ce côté-là, mais l'assurance demeure nécessaire. Maintenant, où est-ce que je mets un gros bémol, puis je dis vraiment de faire attention. Je vous invite à aller lire sur ce qui s'est passé à la ville de Hamilton, en Ontario. La ville d'Hamilton a été assurée gold standard pour les cyberattaques. Ils se sont fait cyberattaquer, rançon logiciel, arrêté 3 mois pour reprendre les services. Les assurances ne sont pas payées. Parce que dans le formulaire, le dit formulaire de questions, il avait dit oui, nous avons l'authentification à 2 facteurs. Quand est venu le temps de le mettre en place, les syndicats ont dit non, nous autres, on ne veut pas ça. Fait qu'ils ont carrément dit nos syndiqués ne mettront pas un outil de l'entreprise sur leur téléphone personnel. Délai, 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 survient la cyberattaque. Est-ce que MFA était activé? Non. Vous nous aviez dit oui. Fausse déclaration, on ne vous paye pas. C'est ça aussi, là. J'en reviens au fait que c'est pas une solution miracle, les assurances, là. C'est exactement le même principe que la banque. Si vous voulez vous assurer qu'ils vous prêtent, vous devez leur démontrer que vous n'avez pas besoin d'argent. Oui, ça prend des garanties. Effectivement. Je Même suis chose. d'accord là-dessus. Audrey, tu veux rajouter quoi sur les assurances? Ben, René Sylvain l'a vraiment bien dit de dire que d'emblée, si on met de la sécurité, si on met les bonnes pratiques en place en amont, souvent c'est là qu'on va diminuer les coûts, puis que tu sais, ça va faire partie un peu des frais opérationnels de l'organisme. Puis c'est souvent, moi, des fois, ce que j'ai un peu de misère, c'est que les gens me disent: «Oui, mais Audrey, ça coûte cher la cyberassurance» ou «J'ai pas besoin de payer pour ça». Euh, mais imagine si tu te fais rançongiciel ou tu te fais cyberattaquer, quel prix ça va te coûter? Puis surtout, tu sais, je veux dire, quand on achète une voiture, on est obligé d'avoir une assurance. Quand on achète une maison, on est obligé d'avoir une assurance pour différentes raisons. Pour que les gens se committent moindrement à mettre les bonnes pratiques en place. Donc, pourquoi il faudrait que ça soit faux en technologie, donc en cybersécurité, en informatique? Puis, rendu là, je comprends que c'est une gestion de risque. T'sais. Moi, personnellement, je ne suis pas le genre de personne qui va prendre, au niveau personnel, là, les plus grosses assurances possibles et imaginables. Mais c'est important un peu de faire le calcul, puis peut-être de parler vraiment avec un conseiller en cyberassurance, parce qu'il faut faire attention. Des... des fois, là, les assureurs traditionnels, c'est pas tout le monde qui est prêt à conseiller sur de la cyberassurance. Puis j'amène un autre point, je radote avec ce que je disais tantôt, puis après, je vais laisser mes autres collègues parler, mais ils pourront en témoigner probablement sur un questionnaire de cyberassurance. Là, tu sais, on parlait de moyens faciles à mettre en place qui coûtent rien ou pas cher. La première question, la plupart du temps, c'est: est-ce que la double authentification est activée sur tous vos systèmes et toutes vos plateformes? Je vous confirme, il y a à peu près personne qui peut répondre oui à ça. Pourquoi? Parce que ça se peut que vous ayez, je donne l'exemple du logiciel de comptabilité Acomba, c'est pas prévu pour ça. Fait que quand même bien que vous avez le désir de dire: moi, je veux que tout soit parfait, tout soit sécurisé, qu'il y ait la double authentification partout, vous êtes cependant parfois à la merci
des fournisseurs, des fournisseurs de logiciels. Fait que, à garder en tête qu'il y a des conditions à tout ça. Moi, ma vision de ça, c'est oui, la cyberassurance, c'est important. Ça peut couvrir certains frais dans justement un cas où euh, ça- un cas où on est dans le chemin, si je peux dire ça comme ça. Mais non plus, ça sert à rien d'y aller overkill puis de mettre dans le trou notre organisme pour ça, mais il y a toujours un juste milieu. Voici ma La vision. dernière question, parce qu'il nous reste 4 minutes. Hein, ça va vite, ça va vite. Si vous aviez un conseil à donner à un DG qui veut améliorer la protection du numérique de son organisation, ça serait quoi? Audrey, on te donne 3 phrases. Wow, phrase, oh là là, elle est pas facile celle-là. Non. Pouvez-vous répéter la question? C'est quoi un conseil à donner pour quelqu'un qui veut se protéger le numérique? Contacter des spécialistes. Je le sais que c'est facile à dire, puis c'est la phrase tu sais, un peu cliché, mais il y a des belles ressources, que ce soit René Sylvain, que ce soit Yamal, que ce soit moi, d'autres personnes qui peuvent vous accompagner là-dedans. Parce que des fois, je le sais, là, dans l'organisme, on dit, ouais, on n'a pas beaucoup de sous, c'est plus difficile. Mais parfois, de se faire accompagner. Puis il y a sûrement quelques conseils aussi gratuits là, qui sont possibles, mais le fait d'avoir un accompagnement complet, souvent, va vous permettre, au lieu de concentrer toutes vos ressources là-dessus, vous allez pouvoir vous concentrer sur votre mission pendant que les gens, que c'est leur spécialité, ça va leur prendre moins de temps, ils vont pouvoir bien vous diriger, puis en bout de ligne, ben, vous allez sauver des sous. René Sylvain, Je vais ton être presque conseil. d'accord. Je vais être presque d'accord, mais je vais la mettre en étape 2. Je vais prendre une préalable. Euh, Vas-y. Lisez le livre avant. Parce que comme ça, quand vous allez tomber avec les professionnels, puis tout ça, vous allez comprendre de quoi ils parlent. Parce que justement, je viens traduire tout le jargon, puis je viens aussi vous outiller pour que vous sachiez quoi demander, vous sachiez ce que vous avez besoin. Fait que commencez par le livre. Excellent. Et, Yadmal, le dernier conseil pour un DG qui veut améliorer sa protection numérique de son organisation, ça serait quoi? Mais je pense que je vais mettre entre les vous deux, René Sylvain puis Audrey. Je pense après avoir lu le livre, je pense que tu sais, éducation, comme on a parlé, c'est vraiment comme, je fais un petit résumé rapide. Quand vous avez une auto, quand vous amenez au garage, vous dites pas au garagiste quoi réparer. Donc, tu sais, puis souvent, si vous dites rien, mais vous savez rien, il va dire n'importe quoi. Donc, travailler avec des experts de confiance qui vous comprennent, ça, c'est important. Puis le deuxième, avant de l'amener l'auto dans le garage, mais prenez le temps de faire l'inspection. Donc, on vous dit un peu, prenez le temps d'auditer votre entreprise pour savoir c'est quoi vos données confidentielles, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qu'il faut protéger. Mais plus vous êtes conscient qu'est-ce qu'il faut protéger dans votre entreprise, mais plus vous êtes capable de défendre, puis mieux négocier ou parler avec un expert pour... Parce qu'il y a des experts qui vont bien vous aligner, mais d'autres vont un peu utiliser de votre manque de compétences ou de connaissances dans le domaine. Donc, de bien comprendre qu'est-ce que vous avez besoin va faciliter la collaboration, mais aussi va avoir une meilleure idée qu'est-ce que vous allez avoir à la fin. Donc, c'est éducation slash un préalable audit interne qu'on peut faire. Merci à vous trois. Écoutez, 1 heure, ça passe vite. C'est sûr que c'est un sujet sur lequel on pourrait s'étendre longuement. Merci aux gens qui ont assisté. Écoutez, la cybersécurité, je veux juste l'intégrer dans l'exercice plus large de la gestion des risques en gouvernance et en gestion d'OBNL. Je pense que c'est important de le ramener à sa place. Je vais vous souhaiter une bonne fin de journée. J'espère vous voir prochainement dans un autre de nos événements. Bye bye.